Niaza, PPAO, PASA, etc., des projets, des programmes, la culture togolaise en a connu, on en a vanté tellement qu'on a dit que la culture togolaise connaîtra un essor dans les années à venir. Nous sommes dans ces années à venir, aujourd'hui 2020, parce que ces projets nous avons connus dans les années antérieures. Mais l'agriculture togolaise peine toujours à connaître cet essor dont on nous a vanté. La semaine dernière, il y a quelques jours, c'est la Banque mondiale qui a publié un rapport pour dire que la culture togolaise est à la traîne. Pourquoi? Aujourd'hui, l'État togolais pousse un coup de gueule pour demander aux banques de financer cette agriculture-là. Ferdinand, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec tous ces programmes que nous avons connus? Aujourd'hui, on a vu, on voit des véhicules de ces programmes-là en carcasse dans les ministères au Togo. Je pense que le meilleur endroit où il faut rencontrer ces véhicules aujourd'hui, c'est à Ouzévala. Si vous allez vous allez retrouver en un seul endroit tous les véhicules des projets agricoles, Poniaza, PASA, PADAT, PNPR et tout ça, qui n'ont servi encore qu'à engraisser, à enrichir quelques individus au détriment des paysans. Malheureusement, nous sommes dans un cercle vicieux depuis des années sur la question agricole au Togo, et c'est aussi le manque de vision du pays qui nous conduit à cette situation. Voyez-vous, chaque fois que nous sommes au boulot ici, il y a une jeune dame qui vend des fruits, donc les dames qui marchent avec des fruits sur la tête, qui passent ici chaque fois nous vendent des fruits. Bon, moi j'en suis un grand consommateur. Et ces derniers temps qu'elle arrive, je ne trouve pas de bananes, je ne trouve pas de papaye solo, je ne trouve pas de ci. Je lui demande, mais il se passe quoi? Elle dit, que nos fournisseurs ne viennent plus. Il n'y a pas de choses. Bon, on sait déjà, on sait ce qui se passe, mais elle me dit, elle est passée avant-hier, elle me dit ce qui se passe. Elle dit, bon, voilà, les papayes solo viennent du Ghana. Depuis 3 mois, on n'en reçoit pas. Les oranges et les ananas viennent du Bénin. Depuis quelques mois, ça ne vient pas. Le Togo, il y a quelques bananes qui sortent dans la région des plateaux, mais depuis un certain temps, on n'en reçoit pas beaucoup. Et la pastèque et les melons nous viennent du Sahel, parfois un peu de la zone de Sokoré, on n'en reçoit pas souvent. Et finalement, son commerce est en berne. Quand elle se promène, elle a 2 ou 3 ou 5 melons sur la tête, alors qu'avant elle avait les ananas, les avocats, elle avait tout, c'était bien rempli. Alors, quand elle me dit ça, elle me renvoie à l'idée de ce qu'est aujourd'hui notre agriculture. Et je ne suis pas surpris de ce rapport de la Banque mondiale que le gouvernement tente maladroitement de contester. Ces derniers jours, ils font quelques affiches colorées là qu'ils balancent sur les réseaux sociaux que la production céréalière au Togo a augmenté de tels chiffres. Il y a si quelqu'un venait leur dire, vous trompez qui est, on ne trouve pas les céréales à acheter, tout ça. Et donc, ils ont fait une contre-communication. Ils ont balancé insidieusement certains trucs sur des réseaux et tout ça. Mais ça n'enlève en rien au rapport de la Banque mondiale. On a émis beaucoup d'argent dans l'agriculture togolaise. Si vous prenez tous ces projets-là et vous additionnez les chiffres, on n'est pas loin de 1000 milliards. Et quand vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on a eu à faire avec autant d'argent, vous ne touchez à rien de concret. Je donne un exemple. La plaine de Djagbelé. On est allé auprès de la Badea, je pense. On a pris des milliards qu'on veut aménager la plaine de Djagbelé pour faire de la riziculture. On a dégagé les gens, on a dit qu'on va les dédommager. Foy Gnassingbé est allé sur le site. On a fait toute une propagande autour de cette histoire-là. Nous sommes 33 ans après. Il n'y a même pas un début de commencement. Mais les gens ont bouffé l'argent. Vous allez dans les histoires de riziculture à Covier, où on a mis beaucoup d'argent. Vous allez les résultats, pas où. Vous allez à Fagnan, à Gomedroujou, machin, tout ça là. Les riz, tout ça là. On fait les publicités sur les radios. Vous allez là-bas sur le site là. Vous allez voir les dégâts. Vous allez, ils ont créé maintenant ce qu'ils appellent les ZAP, zones agricoles de je ne sais quoi. C'est devenu un outil politique. Les gens qui n'ont même pas de terre fertile dans leur village, ils disent qu'on a qu'à implanter ça dans leur canton. Conséquence, ça ne marche pas. Et donc, on se retrouve dans une situation où
l'agriculture togolaise, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Dans les années 77-76, quand le Togo lançait la révolution verte, le Burkina lançait la révolution bleue. Je vous explique. Et Ali m'a dit, je fais la révolution verte, autosuffisance alimentaire, c'est ça. Oui, oui. Le Burkina dit, je fais la révolution bleue. Donc le Togo dit, on va faire la révolution verte, cultiver, planter les arbres et tout ce que vous pouvez imaginer. Les Burkinabés ont pour le problème au sens contraire. Ils ont fait la révolution bleue. C'est quoi la révolution bleue? C'est les grandes retenues d'eau, avec l'appui de Taïwan. Parce que le Burkina, avant, ne reconnaissait pas la Chine. Ils étaient avec Taïwan. Et donc, la République de Taïwan leur a donné des financements énormes au Burkina. Ils ont fait des retenues de partout qui leur permet de faire des cultures de contre-saison. Pendant ce temps, nous, on n'a pas maîtrisé l'eau. Vous voyez comment nous, on n'a pas maîtrisé l'eau. On a planté les arbres. On a planté les arbres pour qu'il pleuve, mais il ne pleut pas. Voyez-vous, on a fait le barrage de Nangbeto. Dans le projet de barrage de Nangbeto, il n'y avait pas que le barrage. Il a été prévu faire de l'agriculture et donc de l'irrigation sur plus de, je sais pas, on m'a dit, je vais retrouver la carte parce qu'il y a une carte qui est là. On a prévu irriguer toute la zone, au moins plus de 20 000 hectares, tout autour du barrage, pour permettre aux gens de faire de l'agriculture. Vous savez que quand on fait un barrage comme celui de Nangbeto, on aurait pu faire un second barrage ou un troisième barrage en amont. Parce que l'eau que le barrage stocke, quand le barrage le libère en temps de comment vous appelez ça? En temps de crue. En temps de crue, quand le barrage libère ses entrailles en temps de crue, c'est une force terrible que le barrage projette dans l'aval du fleuve. Donc s'il y avait un autre barrage, cela devait permettre de faire tourner encore un autre barrage. Il n'y a rien de tout ça qui a été fait. Donc, conséquence, aujourd'hui, les Togolais ont toujours des petites surfaces. Hein? Ce n'est pas une agriculture intensive. Quelqu'un a 2 hectares, 3 hectares, quelqu'un a 5 hectares, 10 hectares. On ne nourrit pas un peuple avec ça. Les barons qui ont réquisitionné des terrains, qui ont des fermes, où ils vont tirer sur les aboutis, le week-end, tout ça là. Pour eux, c'est des fermes comment vous appelez? De plaisance. De plaisance. Le week-end, il est à Kévé, il est à Palimé, avec quelques amis, on amène quelques copines, on tue quelques aboutis, il y a le vin, on mange, on profite pour montrer aux amis que voilà ma ferme, bon, j'ai réussi à apporter l'électricité ici, j'ai un plan d'eau où il y a quelques poissons, j'ai une piscine. J'ai une piscine, et bon, le week-end, on peut venir ici, et puis il a peut-être 200 ou 300 hectares, et il n'a sa ferme que 10 hectares. Le reste, il a bloqué. Mais il vous dit qu'il a une ferme. Vous avez ces genres de choses comme ça sur l'ensemble du territoire. En tout cas, dans la partie méridionale jusqu'au plateau où les terres sont les plus riches, vous avez des gens qui ont confisqué les terres comme ça et créé des fermes de plaisance où ils vont dans le week-end. Et donc, dans l'ensemble, il n'y a pas de production de grande quantité qui puisse permettre de nourrir les Togolais. Mais quand vous franchissez la frontière, vous allez au Ghana. On produit en intensité. Et on produit même en contre-saison. Parce que les Ghanéens ont fait venir les Israéliens qui leur permettent, puisque l'Israël produit dans le désert. Donc ils maîtrisent l'eau. Donc ils leur permettent de maîtriser l'eau. Hein? Comment il faut aller chercher l'eau au fond de la terre pour cultiver, faire l'irrigation même en saison sèche. Les Israéliens ont appris ça aux Ghanéens. Nous, les Israéliens, nous apprennent à espionner les citoyens. Et ils vendent Pegasus pour éviter les gens. Chacun a sa priorité. Chaque pays a sa priorité. Donc du coup, aujourd'hui, l'agriculture togolaise est au creux de la vague. Alors, quand je termine par là, le ministre ou les autorités demandent aux banques de financer les entrepreneurs agricoles. Le Togo attire encore des banques. Nous avons dit dans ce pays qu'il ne fallait pas privatiser les banques comme on était en train de le faire. Dans tous les pays, il y a au moins une banque agricole. Hein? Le Ghana a l'Agricultural Bank. Les autres pays en ont. Le Togo, dans un passé, avait la CNCA. Les gens ont bouffé l'argent. La CNCA s'est écroulée. Les directions régionales de la CNCA sont devenues des gendarmeries dans certaines villes. Bon, d'accord. Mais est-ce que le Togo a
tirer les leçons de l'échec de la CNCA pour créer une autre banque agricole pour pouvoir financer l'agriculture. Vous n'allez pas demander à un Marocain qui tient la BIA, qui tient la BOA, qui tient je ne sais quoi, de venir financer votre agriculture. Il ne le fera pas. Lui, il est venu tirer les intérêts. En plus, l'agriculture, là, quand on donne l'argent à un entrepreneur agricole, les risques, là, qui les assume? Dans un pays où vous faites, comment on appelle ça, pendant la saison sèche, là, on brûle, il y a les feux de brousse. Oui. Quelqu'un peut aller prendre 1 milliard dans une banque, après il va venir vous dire que les feux de brousse sont venus détruire les champs. Ou bien les bœufs d'une communauté sont venus détruire la récolte. Qui assure l'assurance de tout ça? C'est qui est l'assurance de tout ça? Donc, vous n'allez pas brader vos banques aux étrangers, pour apparaître comme des bons ministres des Finances et venir dire maintenant à ces étrangers à qui vous avez bradé vos banques de venir financer votre agriculture. Un bon ministre des Finances devait convaincre l'autorité supérieure de la nécessité de créer dans le pays une banque agricole que l'État doit tenir pour pouvoir financer les entrepreneurs agricoles qui sont sur l'ensemble du territoire. Vous n'avez pas de banque agricole. Les rares banques qui restent, qui appartiennent à l'État, vous êtes en train de les vendre aux étrangers. Et vous venez nous dire que l'État a poussé un coup de gueule. C'est ce que les journaux ont rapporté. Que l'État pousse un coup de gueule et demande aux banques de financer l'agriculture. Comme si c'est facile de le faire. C'est pas parce que vous avez poussé un coup de gueule que les banques vont courir derrière les agriculteurs. D'ailleurs, qui sont les agriculteurs? Qui sont les entrepreneurs agricoles? Vous avez une cartographie? On sait ce que les gens produisent, sur quelle surface, avec quel objectif? Donc, il y a un gros souci. Ceux qui se battent aujourd'hui se battent de leurs propres moyens. Ceux qui cultivent les champs de manioc sur des superficies assez raisonnables, ceux qui font de l'aquaculture, qui font de la pisciculture, qui font les tilapias, tout ça, les gens ont mis leurs propres moyens avant que quelques banques ne les accompagnent. Maintenant, si vous voulez nourrir les Togolais, vous voulez que les Togolais ne dépendent pas de l'extérieur, l'État doit faire un calcul simple. Si chaque année, le gouvernement togolais importe 40 milliards de riz de l'extérieur, voyez-vous, il faut que ces chiffres-là, nous les publions pour que les Togolais regardent comment nous dépendons de l'extérieur. Peut-être le riz, on importe 40 milliards chaque année. On importe les spaghettis, peut-être 100 milliards chaque année. On importe les tomates. Et tout cet argent-là, au bout du compte, vous aurez peut-être 500 milliards chaque année. Les 500 milliards-là, vous pouvez financer vous-même l'agriculture avec ça. Au lieu d'aller demander aux banques. Oui. La preuve, quand on a dit aux gens de cultiver le soja, ils cultivent. Ils cultivent. C'est ça. Vous savez, moi, tout d'abord, j'ai un souci avec la Banque mondiale qui publie ces chiffres et puis ces déclarations. Parce que je ne sais pas, lui-même et les fonctionnaires de la Banque mondiale aussi sont acteurs de ces désordres. Moi, je dis souvent je dis souvent que celui qui entretient le désordre ou qui veut rester dans le désordre, c'est que le désordre lui profite. Et ils en sont profiteurs responsables de cet échec-là. Vous financez les gens de l'agriculture depuis des années. Ça n'apporte rien. On vous brandit toujours des chiffres avec un peu de folklore et vous êtes content. Tous les pays développés, on nous dit souvent que le Togo a une constante sur les chiffres publiés il n'y a pas longtemps. Sur 10 ans, le Togo a une constante de 42% de l'agriculture dans le PIB. Mais cela suppose quoi? Cela suppose que nous sommes déjà à l'industrialisation. D'accord? Ah oui. Mais je vois que tout dernièrement, les chiffres sont en train de tomber. Parce que avant on nous disait que c'est 80% de la population rurale, d'accord, qui forme ce PIB. La dernière fois j'ai vu les statistiques, c'est à 65%. Oui, quand la Banque mondiale même finance les motos, taxi-motos, les gozem, pourquoi la main d'œuvre agricole ne va pas quitter? C'est la raison pour laquelle on a quitté 80% pour venir à 60%. Parce que nos villages aujourd'hui sont vides. Sont totalement vides. Les jeunes qui doivent cultiver sont en ville. Mais Ferdinand a parlé de quelque chose. Les gens qui ont aidé le Burkina, effectivement,
Nous aussi, nous avons été en Israël pour l'agriculture dans le temps. Quand vous prenez Togo Fruit, qui est le défunt Togo Fruit, les cadres de Togo Fruit étaient en Israël. Et à l'époque, c'est ça qui faisait les fruits du Togo. Mais on n'a pas continué. On a changé les donnes pour la sécurité. Et voilà où nous en sommes. Par le passé, vous prenez l'usine textile de Dacha dont je viens de parler. Mais quand vous voyez l'usine textile de Dacha, c'était l'industrie dans les champs. Parce qu'à l'époque, les Allemands, en créant l'usine, avaient à côté des champs de vivriers, tout. Ils avaient du riz, ils avaient les céréales, ils avaient tout. Ils avaient une turbine. Parce que nous reviendrons surtout l'usine de Dacha, ce que ça a été. Ils avaient une turbine qui alimentait et l'usine et la localité de l'électricité. Et qui arrosait également, c'est-à-dire que par l'irrigation, des pompes qui irriguaient les champs. Aujourd'hui, c'est des ruines qui sont restées. Mais est-ce que le Togo a avancé ou le Togo a reculé? Mais c'est ça. Donc, si on s'en va jusqu'à toucher du doigt ce que Sari Yaya, vraiment, on a l'impression, un jour, ce ministre va dire des dégâts. Je vous assure. Parce que l'année dernière, au niveau du conseil de crédit, je crois, il avait dit qu'il s'insurge contre le taux d'inflation qui était, je crois, à 4% au Togo. Et puis après, on lui avait interdit de parler. Il n'est plus sorti à la télé, mais on lui a réouvert peut-être les vannes pour encore dire des conneries. Mais ce qu'il dit, c'est des conneries. Chaque fois, il était un ancien de la commission des banques. C'est l'ancien de la commission des banques qui sait qu'une banque ne peut pas se permettre de réduire ses taux d'intérêt. Le taux d'intérêt des banques, parce qu'il le dit souvent, et chaque année, chaque fois, il dit aux banques de réduire leur taux d'intérêt. Le taux d'intérêt des banques est fixé à partir des données. C'est d'abord, en tant que ministre des Finances, c'est eux qui fournissent les agrégats du pays à la BCEAO. Les agrégats du pays, c'est chaque ministre des Finances. Et quand vous envoyez, la banque centrale fait des consolidations et vous envoie les taux directeurs. C'est avec les taux directeurs maintenant que chaque banque calcule selon les frais de fonctionnement, selon les risques et autres, ses charges et ajoute un taux pour le public. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand lui-même, il a autour des projets, je prends par exemple Pomar, que j'appelais la pagaille de Pagala, Pomar, qui a pris de l'argent dans les banques, des milliards, qui n'a pas remboursé. Je prends les gens qui ont pris plus de 3 milliards au niveau de la BIA pour construire les hôtels en face en face du siège de Ecobank. Je prends l'entourage, lui-même son entourage, l'entourage du chef de l'État. Ferdinand, vous l'avez publié une fois, le ministre Tchalim qui devait plus d'1 milliard. C'était Liberté. Voilà, c'était Liberté, plus d'1 milliard à l'UTB. À l'UTB. Et d'autres, même des compagnes du chef de l'État qui doivent des milliards aux banques BTC, aux Rabank et autres. Mais tout cet argent qui n'est pas remboursé, cet argent va dans la détermination des risques des banques. Et ça continue. Vous avez des barons, ils montent des dossiers, même des ministres vont, ils donnent des cautions, et les banques financent, et à la fin des comptes, il n'y a pas de projet. Donc, dans ces conditions, le pays est dans une incertitude économique. Ce qui fait qu'aucune banque ne peut risquer comme ça son argent. D'abord, baisser les taux d'intérêt, impossible. Maintenant, aller financer l'agriculture. Ferdinand l'a dit tout à l'heure, vous savez quelle banque à qui vous allez donner les instructions de choses. Quand vous allez au Burkina, vous allez au Niger, il y a les banques agricoles. Nos banques même se sont détournées de leurs objectifs. Nous avons des banques commerciales. Mais ces banques finance plutôt les États. Ouais. Je vais vous dire ce qui s'est passé tout dernièrement avec le Mali lorsque l'embargo de la CEDEAO et le blocus de l'UEMOA est arrivé. Je crois 4 ou 5 banques togolaises avaient prêté de l'argent, c'est-à-dire les titres de trésor, au Mali. À des opérateurs maliens. Non, à l'État malien. À plus de, ça doit être autour de 150 milliards. 150 milliards que le Mali
doit aux banques togolaises. Il y a UTB même dedans. Et Orabank, Ecobank, tout ça là. Et subitement, la CEDEAO et l'UEMOA disent que bon, on rend tout. Ça veut dire que le Mali ne doit plus payer ces banques-là. Des banques qui font à peine 10 milliards d'excédents bruts. Ils ne disent pas résultat net. On dit, parce que j'ai vu des chiffres des banques qui m'ont fait sourire quand ils publient dans la presse comme communiqué qu'ils ont fait 10 milliards d'excédents bruts. L'excédent brut est loin du résultat net. Parce qu'il y a beaucoup de charges à enlever avant d'atteindre le résultat net. Et à qui, par exemple, l'État malien doit plus de 10 milliards ou 15 milliards, vous imaginez que là où la sanction de l'UEMOA, par exemple, donc tout ça là, c'est des incertitudes que les banques accumulent et les banques ne peuvent pas. D'abord, ils se sont déviés des objectifs. Le ministre est là. On ne peut pas leur dire financer l'économie puisque c'est des banques pour financer le commerce et l'industrie. Ce n'est pas des banques pour financer des États. Mais comme il y a une incertitude économique qui fait que les gens vont prendre de l'argent, incendie des marchés, les gens ont perdu l'argent. Les gens ont pris de l'argent pour aller mettre dans le trading. Vous fermez les trading, les banques ont des problèmes. Donc vous voyez, tout ce qu'on dit, la vie chère, tout c'est dans notre gouvernance. On aurait pu avoir des banques, il y avait la CNCA dans le temps, on a pris Donou, on l'a mis en prison. Sa maison, ses maisons, les arbres, est devenu commissariat. Quand vous voyez, on ne dirait pas que des gens travaillent là-bas. La maison de Donou à l'époque, moi je suis rentré dedans une fois, j'étais avec quelqu'un qui était assis par terre parce que c'était du luxe. Vous voyez? Et on a pris la maison de quelqu'un comme ça, qui a investi. Vous dites que la personne a volé. Même s'il a volé, c'est pas comme ça son bien doit devenir. Donc, voyez-vous, CNCA, on l'a fermé. Nous, BTCI, industriel, bon, il n'a jamais fait relever. La BTCI n'a jamais fait relever l'industrie. D'accord? Donc, les gens, dans le copinage, ils se font des crédits, ils font des montages qu'ils ne remboursent pas. Et les banques, c'est fini. C'est les pauvres fonctionnaires qui vont faire des crédits pour la construction des maisons. Donc, nos banques se sont détournées d'objectifs. Nous sommes là dedans. Nous-mêmes, nous voyons, ils sont venus. Nous les avons liquidés, les banques. BTCI, c'est 6 milliards de francs CFA que la BTCI, même le bâtiment de la BTCI, même vaut plus de 6 milliards. Mais c'est comme ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'un ministre des Finances comme Sani Yaya, je dis qu'un jour, ce ministre va dire quelque chose qui va trop impacter le Togo parce que, et dangereusement, parce que ces prises de parole, dire que je suis indigné contre le taux d'inflation, alors que c'est lui-même qui a habilité. Dans notre article de l'OTR, nous avons mis comment le ministre Sani Yaya même a pu aider les gens, à se former comme des gourous à la tête de l'OTR qui ne respectent même pas leurs supérieurs. Est-ce que vous voyez? C'est lui. Et c'est lui qui crée la vie chère. Parce que quand la douane est chère, les impôts, on assaillit les gens. On fixe les objectifs de l'OTR à 825 milliards, je crois, pour l'année 2022, alors que l'activité économique n'a pas pour autant évolué. C'est que le ministre Sani Yaya même pousse les douaniers et pousse l'économie à la dérive. Il ne peut pas aujourd'hui rester pour dire qu'il est contre l'inflation, que les banques n'ont qu'à diminuer de taux d'intérêt, que les banques financent les choses. Il est un ancien de la commission des finances, de la commission bancaire. Et il ne doit pas continuer de tenir des propos pareils parce que c'est à l'encontre de ce que lui-même il fait. Merci beaucoup. Alors, oui, moi je voulais dire, à la suite de ce que Franco a dit, que aujourd'hui, la seule banque qui reste à l'État, c'est l'UTB. C'est l'UTB, oui. L'UTB, je ne suis même pas sûr qu'il est en possession de son capital. Non, le capital, c'est-à-dire que ce n'est même pas sûr qu'ils sont encore en possession de leur capital. Voilà. Vous prenez les gens à l'UTB. Si vous réussissez à voir la liste des créanciers de l'UTB, la plupart ne sont pas des hommes d'affaires. La plupart, ce sont des gens qui sont dans les méandres du pouvoir. 10 milliards, 7 milliards, 6 milliards, 8 milliards, 9 milliards. Parfois, la contrepartie, l'hypothèque même n'est pas là
n'est pas égal à l'argent qu'on a déboursé. Pourquoi? Parce que quand on a fait le dossier pour demander le crédit, il y a des coups de fil qui sont passés. La commission n'a pas encore évalué le dossier, l'hypothèque qu'il met en garantie, la maison qu'il met en garantie. Et on presse de lui donner l'argent. Donne-lui l'argent. Mais qui sont dans les commissions, les conseils d'administration. Ouais, c'est eux. Les conseils d'administration, c'est les membres du pouvoir. Ouais, donc on leur donne l'argent. Et au moment de rembourser, on se rend compte que l'hypothèque, ce qu'il a mis en hypothèque n'est pas égal à l'argent qu'on a déboursé. Ça finit devant les tribunaux. Et quand ça finit devant les tribunaux, ça arrange le créancier. Parce que ça traîne. Et il y a les juges qui sont corrompus. La banque, elle a tourné en rond. Elle n'a plus son argent. Et celui qui amène l'affaire devant le tribunal, il sait qu'il va traîner la banque le plus longtemps possible. C'est tous ces crédits toxiques-là, ces créances toxiques-là, qu'on cherche à effacer par les privatisations. Sinon, une banque parce qu'en réalité, quand vous voyez dans les livres de ces banques-là, ceux qui doivent aux banques sont ceux qui tiennent le pouvoir et qui sont dans l'entourage du pouvoir, qui sont dans les méandres du pouvoir. Il suffit que j'aille monter une petite société quelque part, que j'aille voir le soutien d'un baron, et qu'on appelle le DG de la banque et de tous ceux qui sont là-bas, les responsables d'engagement, de crédit, tout ça, me dit, c'est mon neveu, il faut lui mettre 200 millions sur son compte tout de suite, parce qu'il va aller à Dubaï. Le gars, il prend 200 millions, il va taper d'abord une 4x4, il fait le show à Lomé, c'est quand il rentre 10 millions qu'il prend l'avion pour aller à Dubaï. Il fait d'abord le show, voyez-vous, parce que au départ, c'est pas un homme d'affaires. Parce que l'homme d'affaires, la femme d'affaires, quand tu lui remets 100 millions, même si elle n'a pas été à l'école, elle sait comment faire ses calculs. Elle ne va pas faire la fête avec l'argent. Elle ne va pas acheter une voiture avec l'argent. Les Nana Benz qui ont fait la fierté du Togo. Rappelez-vous toujours que la plupart n'ont pas été à l'école. Mais elles allaient en Hollande. Elles allaient au Nigeria. Elles allaient en Indonésie pour faire des commandes. Si tu vas au Nigeria, tu reviens avec ta marchandise, c'est que tu es bon. Oui. Elle allait sur ces marchés-là, alors qu'il y avait la barrière linguistique, elle allait faire leurs commandes. C'est pas comme aujourd'hui, il y a Internet, on peut commander à distance, on fait des trucs. Non, elles allaient faire leurs commandes, elles revenaient, elles avaient des intérêts. Et c'est elles qui tenaient l'économie de ce pays-là. Mais comment se fait-il que les nouveaux hommes d'affaires qui ont apparu avec Foy Gnassingbé et leurs amis, qui sont devenus hommes d'affaires, autant dans les BTP, autant dans les communications, autant ceux qui ont voulu importer du riz, ceux qui ont voulu importer je ne sais quoi, engrais, tout ça là, autant ces gens-là sont devenus tellement voraces que quand vous allez dans les banques, on leur donne des milliards comme on donne des millions, ou bien on donne même des centaines de mille. Ça veut dire que le chiffre milliard pour eux, c'est comment vous appelez ça en mathématiques, c'est un référent. Je ne sais pas, le chiffre milliard pour eux, c'est rien. Ils disent non, je veux 10 milliards. On leur donne 10 milliards. Parce qu'il a un marché de BTP. Et le gars, il s'achète une 4x4 maison. Il s'achète une Range Rover de 120 000 euros. Il circule à Lomé. Et puis, quand on dit qu'il doit à la banque, et la banque n'arrive pas à récupérer l'argent parce qu'il a quelqu'un derrière lui. C'est toutes ces créances douteuses-là, toxiques-là, dont eux-mêmes ils sont au courant, qu'eux-mêmes ils ont cautionné, qu'ils veulent faire disparaître par les privatisations. Ça a circulé sur les réseaux ici, qu'il y a un ministre qui a pris l'argent à l'UTB pour aller acheter un appartement à Abidjan, non? On a vu ça? On a vu ça, non? Et donc, voilà comment nos banques sont gérées, mieux que des épiceries de quartier, par des gens qui disent qu'ils sont des banquiers. Vous allez à l'UTB, l'UTB a plusieurs procès devant les tribunaux pour vol d'argent sur les comptes des clients. Effectivement. Et il y a des dossiers à la cour d'appel. Il y a un jeune homme qui est venu ici, on le connaît. On a volé 500 millions sur son compte. Ils sont devant la cour d'appel. Et il y a eu toutes les expertises qui ont démontré que c'est le gestionnaire du compte qui a volé l'argent. Mais la banque ne veut pas rembourser le monsieur. C'est toujours des affaires de ceci, de cela. Ils ont été condamnés en première instance. Ils sont devant la cour d'appel, ils veulent le rembourser. Et pourtant, ce jeune homme, c'est un opérateur économique. Il importe des voitures. Il est bloqué depuis. Voilà. On a décidé de lui faire de la misère. Il y a d'autres opérateurs économiques dont les sous ont été grignotés sur les comptes. Mais on n'arrête personne. Donc, quand vous avez des kleptomanes dans les banques, vous imaginez
ce que ces kleptomanes dans les banques peuvent faire avec les soi-disant opérateurs économiques pour sortir de l'argent et se partager les commissions. Parce que moi, je suis kleptomane dans une banque. Je vole de l'argent sur les comptes des clients. Mais si je peux faire un business avec un opérateur économique, il prend 10 milliards. Il me donne 100 millions. Oui. Mais écoutez, mais moi je fais passer son dossier. Non, c'est ce que je fais passer son dossier. Qui font ça aussi. Là où je dois mettre un avis défavorable, je mets un avis favorable pour que son dossier passe. Après, je le regarde, je vais chez lui à la maison, je dis, mais mon gars, mais sans mon apport, tu n'aurais pas eu les 2 milliards. Donc, d'abord, même avant même que je lui donne mon apport, on a déjà fait le deal. Oui. Dès que l'argent rentre dans son compte, il me donne les 100 millions. Donc, moi, je suis banquier. Je gagne peut-être 500 000 francs par mois, mais on me voit rouler dans de grosses voitures tous les jours. Je suis dans les bars avec les filles, je fais la vie. Et ils sont là à changer. Ils sont là à changer les banques tous les jours. Et puis bon, c'est le circuit. Normalement, quelqu'un qui a déconné dans telle institution bancaire, il quitte, il va ici. Vous les voyez, on le reçoit à bras ouverts. Et puis, on parle de mobilité dans les banques. Ce n'est pas une réelle mobilité. C'est des gens qui ont touché à l'argent ou ont pensé l'argent on les renvoie et puis l'autre banque les reprend. Bon, c'est un circuit et puis ça les arrange. Mais pour le pays, vous savez, il y a beaucoup de nos compatriotes de la diaspora qui essaient aussi d'investir dans l'agriculture et dans le élevage. Ils sont à l'extérieur. Ils font beaucoup de choses. Mais ils sont nombreux à s'intéresser. Qui les accompagne? Il y a la famille qui est aussi un problème. Et puis maintenant, voir s'ils ont des problèmes avec des institutions ou des problèmes, c'est un autre phénomène. Donc le pays même n'est pas stable. Nous sommes allés pour les affaires. Nous sommes allés. Vous avez, par exemple, tout à l'heure, il parlait de assurance des champs, des choses. Mais c'est réel. Houphouët-Boigny a lancé son pays, savait que son pays avait le gaz, son pays avait l'or et autres. Mais ce n'est pas l'agriculture qu'il a lancé. Et il était, Houphouët-Boigny, le premier planteur. Et avait mis les banques à contribution. Ce qui dit que quand vous avez vos hectares, vous commencez le champ, ou bien vous le commencez, vous avez votre périmètre qui est bien délimité, avec les papiers, les banques viennent visiter. À un moment donné, c'est la banque qui fait les récoltes. Et là, on avait les ouvriers, les manœuvres agricoles. Ici, comme je l'ai dit, les gens sont en train de faire Zémidian à Lomé avec l'appui des institutions internationales. Franco, quel banquier ou quelle institution financière va financer l'agriculture dans un pays où les conflits fonciers sont partout? Moi, j'ai 100 hectares. Je vais demander à une banque de me financer. Je fais mon champ. En pleine saison champêtre, il y a des gens qui arrivent d'une autre communauté pour contester, le champ que j'ai. Ils viennent détruire les récoltes. Comment est-ce que dans un pays où vous ne maîtrisez pas le foncier, vous ne maîtrisez pas les litiges fonciers, vous ne prenez pas des dispositions pour limiter au maximum les litiges fonciers, vous ne permettez pas aux gens d'acquérir des espaces agricoles pour faire des champs de grande intensité. Parce que c'est l'État qui doit définir tout ça. Et les gens doivent rentrer dans le moule. L'État va dire quoi? Tous ceux qui ont un projet agricole bien monté, l'État peut leur permettre d'acheter à partir de 50 hectares à 100 hectares. Si vous n'avez pas de projet agricole, l'État ne vous permet pas d'acheter autant. J'ai l'ordonnance du 5 août 1960 de Sylvanus Olympio. Quelqu'un a retrouvé ça dans les archives qui m'a balancé ça. Qui dit que les étrangers ne peuvent pas acheter des terrains au Togo. Parce que Sylvanus Olympio, visionnaire qu'il était, économiste qu'il était, il savait que le Togo était très petit. Et que plus tard, le Togo allait être confronté au problème des terres. Donc il fallait préserver le pays par rapport à la prédation des étrangers. C'est pour ça qu'il a pris cette disposition-là. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui prennent des libertés avec cette disposition. Ils ne l'appliquent pas dans toute sa rigueur. Ce qui fait que les étrangers nous ont envahis, achètent des centaines d'hectares à travers notre pays sans que personne ne s'en veuille. Sylvanus Olympio était visionnaire. J'ai ce décret-là. Vous voyez. Et donc, si vous ne réglez pas le problème du foncier, quelle banque va aller investir dans un risque? Donc, normalement, dans la réforme foncière, l'État devait dire, si vous portez un projet de 50 hectares, on peut vous autoriser à acheter.
Voilà. Et vous avez un titre foncier. L'État est garant. Celui qui n'a pas de projet ne peut pas aller immobiliser 50 États ne rien faire. 100 États ne rien faire. 60 États ne rien faire. Ensuite, taper la partie pour dire que tu vas dans telle localité. J'ai 2 hectares. Il y a des gens qui sont venus nous voir pour dire qu'un ministre est allé à Ouahala, là-bas, là où il y a accident. Il a acheté 500 hectares. Mais là, Il a acheté 500 hectares. C'est les fétiches des gens. Il a acheté même les cimetières, tout. C'est-à-dire qu'au bout du compte, les gens ne vont même pas où enterrer leur mort. Donc, parce qu'on a tellement d'argent à la maison qu'on ne sait pas quoi faire. Il faut le mettre dans quelque chose. C'est un paradis fiscal. Voilà. Et donc, tant que vous n'avez pas réglé le problème du foncier, ne venez pas nous dire qu'il faut que les banques mettent de l'argent dans l'agriculture. Les banques ne mettent pas de l'argent dans les risques. On ne jette pas l'argent par la fenêtre. Donc, il y a tout un travail à faire en amont avant de venir demander à une banque de mettre de l'argent dans l'agriculture. Et puis nous sommes allés à Doha pour dire qu'on fait beaucoup de culture de manioc. Où sont les champs? Non, c'est les intentions de culture. Où sont les champs? Où sont les champs? Même là, attendez. Où sont les champs? Quand on parle de culture de manioc, vous savez, et quand on parle du pain, on a vu, parce que les médias ont parlé, on reçu de la propagande. Il y a des gens qui font le pain, la paix est partie visiter, mais le manioc, c'est 1 an, 1 an et demi. Mais c'est ça. Pour le cycle de production. Et le manioc appauvrit le sol. Exactement. Mais c'est-à-dire que les gens se jettent dans des trucs sans savoir ce que c'est. Mais on dit que c'est possible de cultiver le blé au Togo. Le blé, c'est un cycle court. Tout comme le maïs. Tout comme le soja, 3 mois. Est-ce que vous voyez? Tout comme le soja. Donc il faut aller au-delà du folklore. Parce que c'est très important. Sur quel espace vous allez produire le manioc pendant 1 an pour suppléer le blé que vous importez pour faire le pain? Voilà. Sur quel espace vous allez cultiver le manioc sur 1 an? Parce que le manioc, le cycle, c'est 1 an. 1 an. Sur quel espace vous allez, pendant 1 an que le manioc... on ne peut rien mettre dedans. Oui, parce que pendant 1 an que le manioc prend le temps de produire là, vous ne mangez pas le pain, voilà. Vous ne mangez pas les spaghettis, vous ne mangez pas ci, vous ne mangez pas ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter la propagande. Il faut arrêter la propagande. Parce qu'en Afrique, on met beaucoup plus de temps à faire la propagande, à vanter les projets qui ne portent absolument rien. Il y a des Togolais qui produisent le manioc, certes. Il y avait l'industrie de Ganavé qu'on a abandonnée. Il y a aujourd'hui quelques producteurs dans la V, dans le Zior qui font du manioc, dans le Haro qui font du manioc. Mais c'est à des échelles. C'est l'agriculture familiale. C'est l'agriculture familiale. Bon, il y a bien sûr quelques-uns qui ont des hectares, mais c'est l'agriculture. C'est pour faire du gari, de vendre et tout ça. Pas, même ceux qui aujourd'hui ont du maïs, ont le manioc est dans la terre, ils ne le sentent pas comme ça. Ils produisent maintenant du gari eux-mêmes pour vendre. Donc ils ne vont pas aller liquider ça à quelqu'un qui veut vendre du pain. Donc merci. Là, c'était un très bon débat. Nous sommes presque arrivés à la fin. Pour des choses comme ça, il faut qu'on lance d'abord le débat. C'est-à-dire que si nos gouvernants vont apporter ça loin, il faut qu'on lance le débat. En interne d'abord. En interne, pour savoir les petits fous comme nous. Exactement. Oh, merci, monsieur. Oui, nous sommes presque arrivés à la fin de ce débat, de cette émission. Ferdinand Haïté et Franco Napokura, un mot pour clôturer en guise de conclusion. Oui, en guise de conclusion, comme nous l'avons dit, notre préoccupation est la préoccupation de beaucoup de Togolais et dont les médecins. Je ne sais pas pourquoi les praticiens togolais sont aussi muets comme ça. Pour quelque chose qu'ils savent que ça détruit le tissu sanitaire. Comme je l'ai dit, la dernière fois je l'ai dit, le professeur Mini Djiyawa sait de quoi nous parlons. L'importance du CHL Lomé commune dans la prise en charge des malades au Togo et à Lomé. C'est très important qu'on cherche un centre, un petit centre quelque part pour mettre les quelques cas, parce qu'on aura, la Covid ne va plus tuer plus que ce qui s'était passé. On est déjà, c'est déjà derrière nous. C'est déjà derrière nous. Et puis un appel à l'OTR que la pression qu'ils sont en train de mettre sur les gens à Sokodé et à Sokodé, que de lever ça, parce que soit ils veulent que les gens
se soulève encore, ou bien il veut renvoyer les gens de ce côté. Donc il faut vraiment qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments et que les gens souffrent la vie chère d'en tenir compte. Merci beaucoup, Francisco. Oui, député. Oui, d'abord, merci à tous ceux qui nous suivent, ceux qui nous font confiance et continuent de prendre leur temps pour nous suivre pendant ces longs débats qu'on fait parfois. Ça fait 3 heures de temps, nous-mêmes on est fatigués. Je pense que notre pays doit vraiment nous préoccuper parce que l'état actuel de notre pays, l'état de santé de notre pays est vraiment inquiétant. Et dans tous les domaines, on est en train d'aller au fond du gouffre et il n'y a rien qui marche. La ville, le pays est très... Le pays dégage l'image d'un pays qui sort d'une guerre ou bien qui est en guerre. Vous passez dans tous les quartiers de Lomé, tout est sale. Quand il pleut, il y a les ordures partout, les routes, il y a de l'eau partout. À part ceux qui sont dans leur cité là, toute la ville est dans un état de délabrement avancé. Et ça doit nous préoccuper. Tout Togolais que nous sommes, ça doit nous préoccuper. Maintenant, parlant du secteur médical, on a parlé des hôpitaux et tout ça. Il y a un domaine sur lequel nous reviendrons ici pour faire un débat, après avoir échangé avec plusieurs spécialistes. C'est le domaine des erreurs médicales. Vous savez, le Togo, la législation n'est pas assez sévère sur la question des erreurs médicales. Vous envoyez un patient, un parent à l'hôpital, on dit il est diabétique, mais on n'a pas pris les dispositions, on lui a fait un sérum, il est mort. Personne n'est responsable. Vous amenez quelqu'un à l'hôpital, on dit qu'on lui a fait une opération, on a mal fait l'opération, il est décédé. Personne n'est responsable. Et des gens meurent comme ça tous les jours d'erreurs médicales. Et la réaction des Togolais, parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de disposition, tout le monde dit, ah, c'est Dieu qui a voulu qu'il parte. Et les gens, ça s'arrête comme ça. Et tous les jours, dans nos hôpitaux, dans nos cliniques, dans nos centres de santé, il y a des erreurs médicales et des gens meurent. Il faut que l'autorité prenne conscience et qu'il revise le code pénal. Parce que, j'ai posé la question à un juriste qui m'a dit, dans le code pénal, il n'y a rien de spécifique qui est écrit. On a juste dit quelque part que si quelqu'un touche à la vie humaine, il n'y a pas quelque chose qui concerne les erreurs médicales. En France, ça existe d'une façon spécifique dans le code pénal. Quand vous faites une erreur médicale, vous êtes poursuivi devant les tribunaux. Quand vous êtes condamné devant un tribunal, vous avez une clinique, vous avez un centre de santé, vous payez par exemple 20 millions à une famille qui a perdu un de ses fils. Demain, quand vous avez un patient, tout l'hôpital, tout le personnel va prendre soin de ce patient-là. Donc il est important que nous revenions ici pour faire le débat après s'être ressourcés auprès des spécialistes sur les questions des erreurs médicales. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous saisissent tous les jours. Les gens viennent nous saisir à la rédaction ici. On a perdu celui-ci, on a perdu celui-ci. C'est pas erreur médicale. Mais les gens ne peuvent pas aller loin parce qu'il n'y a pas de disposition qui punissent les gens. Donc, c'est un débat que nous devons faire pour que ceux qui sont à l'Assemblée, les députés, et même toute la société, qu'on soulève le débat pour qu'il y ait une prise de conscience nationale. Il ne suffit pas seulement d'être à l'Assemblée, par exemple, de valider les lois, et c'est devenu chambre d'enregistrement, ou après de faire le show un peu sur Facebook, bon, nous les députés, on fait ci, on fait ça. Il y a des choses à faire pour notre pays. Et notre pays est malade. Il faut qu'on soulève des sujets qui n'ont pas forcément trait à la politique, parce qu'on fait tellement de politique que parfois on oublie même certains aspects de notre société où les gens meurent tous les jours. Et donc, ces situations-là arrangent tout le monde. Quand il y a un erreur médicale, le médecin sait qu'il ne sera pas poursuivi. La clinique sait qu'il ne sera pas poursuivi parce qu'il n'y a pas de disposition. Mais les gens se plaignent tous les jours d'avoir perdu tel être, d'avoir perdu celui-ci, d'avoir perdu celui-ci. Donc, il est important que nous revenions ici après une documentation assez bien fouillée pour faire ce débat-là et interpeller les autorités. Il faut que dans notre législation, il faut que dans le code pénal, on puisse introduire la question des erreurs médicales pour que demain, quand un patient arrive dans un hôpital, les gars savent que si vous faites mal votre travail, demain, vous serez obligé par un tribunal à rembourser peut-être 20 millions, 30 millions
à la famille de quelqu'un qui décède, quoi. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Merci à tous ceux qui prennent le temps de nous suivre. Souhaitons tout le bien pour notre pays et souhaitons que dans notre pays, les gens soient épris de justice sociale pour que si certains mangent, même s'ils mangent des bœufs, qu'ils permettent à ceux qui peuvent manger aussi un peu de poulet, même si c'est du poulet congelé, au moins qu'ils le mangent le soir à la maison. Comme ça, il y aura moins de conflits dans notre société. Merci. Merci beaucoup, Ferdinand. Je rappelle que Ferdinand, il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand, merci. Merci d'être passé dans cette émission. Également, merci à Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Francis, merci d'être passé. Merci, à la prochaine. Merci également à vous tous. Merci aux techniciens. On va pas tous les appeler. Oui, aux techniciens et à leur chef et aux stagiaires. Merci à vous tous, vous aussi qui nous avez suivis. Et à la prochaine.